Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Quelle place accorder au numérique dans le domaine de l'éducation? On posera la question à Bernard Giry, en charge de la transition numérique pour la région Île-de-France. Ce sera dans un instant. Économique, utile, ludique et surtout éco-responsable. En deuxième partie d'émission, focus sur les carnets effaçables, des carnets à dessin pour les enfants. Sa créatrice sera avec nous pour en parler. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Dans le Grand JT, on donne des bons points tous les jours pour les belles initiatives dans le domaine de l'éducation. À l'école aussi, Loïc Landreau nous racontera l'histoire des bons points, justement. Loïc, on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec cette étude scientifique internationale sur le port de l'uniforme à l'école. Et celui qui nous en a parlé hier sur RTL, c'est Mac Lesguy, l'homme qui rend la science accessible à tous dans E égale M6 depuis 40 ans. Il a donc dévoilé les résultats d'une synthèse de différentes études sur l'uniforme à l'école dans les pays où il est mis en place, c'est-à-dire le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que. Alors en quelques mots, les scientifiques n'ont constaté aucun impact positif de l'uniforme sur les résultats scolaires, donc sur la réussite des élèves, ni réellement sur la réduction des inégalités. En fait, ça dépend beaucoup des pays et des classes sociales. En revanche, il y a un impact réel sur les jeunes femmes. Écoutez. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas les garçons, mais les filles, qui semblent être, je cite, systématiquement et arbitrairement défavorisées par la conception de l'uniforme. Du coup, on sait pourquoi ? Et oui, pour les filles, il y a la question délicate du choix entre jupe et pantalon. Dans certains cas, l'uniforme peut conduire à l'exclusion sociale des filles qui se conforment à son port. Dans d'autres, celui-ci réduit le risque de harcèlement. Et pour conclure, donc, cette étude nous révèle qu'il n'y a pas aujourd'hui de consensus clair sur les bienfaits du port de l'uniforme, en tout cas en termes scientifiques ou statistiques. Sur un tout autre sujet maintenant, une classe de CM1 de Châtillon dans les Hauts-de-Seine a vu passer 8 enseignants différents depuis la rentrée. Soit un nouveau prof tous les 15 jours en moyenne, et les parents d'élèves en ont marre bien évidemment. Ils se sont réunis vendredi pour manifester et alerter les pouvoirs publics. Tout commence le jour de la rentrée. Les CM1 accueillent un nouveau maître qui ne reviendra pas le lendemain. Il est remplacé, mais le remplaçant tombe malade et c'est là que le défilé commence avec, selon les parents d'élèves, des enseignants qui avaient parfois du mal à s'exprimer correctement en français et qui ne voyaient pas certaines fautes d'orthographe dans les dictées. Un nouveau remplaçant est arrivé en fin de semaine dernière, mais il ne devrait rester que jusqu'aux vacances de février. L'académie promet de stabiliser la situation jusqu'à la fin de l'année. Au chapitre des faits divers, retour sur le drame qui s'est déroulé lundi dernier devant un lycée de Thiais. Un adolescent de 16 ans a trouvé la mort suite à une rixe entre bandes rivales. Une nouvelle tragédie qui relance le débat autour de la gestion des rivalités entre quartiers et notamment au sein des établissements scolaires. Je vous propose d'écouter le cri du cœur d'Adama Camara hier au micro de RTL. Son frère a été tué dans des circonstances similaires. Il a lui-même fait de la prison pour avoir tiré sur les amis du meurtrier. Et aujourd'hui, il sillonne les lycées mais aussi les collèges pour dialoguer avec les jeunes. Lorsque j'ai commencé il y a 3 ans, je sensibilisais des lycéens et des 3e. Aujourd'hui, je parle à des classes de 5e qui ont à peine 12 ans. Ils savent ce que c'est une rixe. Ils savent ce que c'est une rixe et beaucoup de jeunes vont nous dire moi j'ai un couteau, c'est pour me défendre. Mais on ne se défend pas avec un couteau. Et elle est là aussi la réalité et je pense que c'est qu'ensemble qu'on va pouvoir faire les choses parce que j'entends aussi beaucoup rejeter la faute sur les parents, rejeter la faute sur l'État, mais pendant que tout le monde se rejette la faute, il y a des personnes qui décèdent. Qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui ? Et on termine avec cette belle initiative des seniors à la cantine avec les enfants pour rompre l'isolement. Direction Saint-Quay-Perros, c'est dans les Côtes-d'Armor. Olivier Houzé, le maire de ce village situé près de Lannion, constatait que les jeunes et les anciennes générations ne se croisaient plus et puis surtout que les seniors souffraient d'un manque d'interaction sociale. Alors l'idée lui est venue de proposer aux anciens de venir manger à la cantine de l'école avec les enfants et ce, 4 fois par semaine. Les repas sont facturés 6,50 €, ce qui permet bien sûr aux seniors d'économiser au quotidien. Et puis pour les enfants, une nouvelle règle quand même a été imposée par le chef de la cantine. On ne court pas, on ne crie pas, on reste calme pour que les personnes âgées ne soient pas trop bousculées. Et les enfants adorent, puisque beaucoup témoignent avoir l'impression de déjeuner chaque midi avec leur papy ou leur mamie.
Peut-être que c'est les personnes âgées qui ont envie de courir et de jouer au foot. Mais peut-être aussi. Alors, la personne la Qui plus vous dit âgée que... a 90 ans quand même. Hein. Ouais, mais ils sont en pleine forme. Mais elle peut courir, c'est vrai. Merci Loïc. Alors, quelle place donner au numérique dans le domaine de l'éducation? Comment accompagner bien justement la transition numérique? C'est l'objet du jour, c'est la question du jour. Et pour répondre à cette vaste question, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Bernard Giry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint de la transformation numérique de la région Île-de-France. Nous vivons dans un monde de plus en plus numérique, avec pourtant l'impression d'un décalage énorme avec le monde de l'éducation. Nos enfants sont déjà dans tout numérique, pour certains obsessionnels des jeux vidéo, ou alors pour d'autres de TikTok, d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Tout simplement déjà habitués à commander leur burger, pour ceux qui n'ont pas encore ni d'ordinateur ni de smartphone, leur burger sur des tablettes alors qu'ils peinent encore à faire leurs devoirs dans les lycées qui, pour certains, sont déjà équipés d'un ordinateur. Comment expliquer cette dichotomie, ce constat ? Je crois qu'il y avait au départ un retard dans l'éducation. La prise en compte des outils qui sont aussi demandent des investissements massifs n'avait pas toujours été fait. Et c'est ce qui fait qu'en tout cas pour nous, en 2016, quand on a fait le constat qu'à peine 29% des lycées franciliens avaient du très haut débit, dont 100% à Paris, et donc moins de 20% dans les autres aides départements avaient du très haut débit. On s'est dit, il faut accélérer, il faut qu'on leur amène, il faut la fibre, ce qui est la base pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est fait. Aujourd'hui, 100% des lycées ont du très haut débit. Et puis derrière, pour travailler, ce très haut débit, comment il circule dans les salles de classe, dans les endroits. Donc ça veut dire mettre du Wi-Fi dans les salles de classe et équiper les élèves. Donc deuxième étape de cette période d'investissement, pour qu'ils puissent justement travailler et s'approprier, c'est la mise en place du Wi-Fi. Donc on a posé environ 50 000 bornes Wi-Fi dans les 474 lycées. Donc c'était un chantier assez pharaonique ces 3 dernières années. On est arrivé au bout, là, depuis la rentrée 2022, c'est fait. Et donc, je dirais qu'on va passer dans une nouvelle saison, la saison 2 du numérique des lycées franciliens, où justement la question des usages, comment on forme mieux les élèves, comment ils utilisent mieux ces outils, arrive. Mais il fallait cette première brique. Et évidemment, la deuxième brique, c'est celle d'avoir un ordinateur. Et c'est aussi le choix qui a été fait de se dire, on avait mené des expérimentations, on avait pris 15, 16 ou entre 15 et 20 lycées tout au début en disant on va expérimenter. Mais on voyait que la transformation massive des usages dans les lycées n'était plus possible à cette petite échelle et qu'il fallait vraiment impliquer la totalité des établissements. Alors après, l'avancement est plus ou moins variable en fonction de chaque lycée, en fonction des enseignants, des élèves. Mais c'est ce changement de cap de dire oui, maintenant c'est tous les lycées, c'est pas juste des expérimentations qui fait qu'on peut aller au-delà. Alors oui, c'est tous les lycées effectivement de la région Île-de-France. La région en tout cas construit un programme d'ambition numérique avec des manuels scolaires, c'est ça, qui sont numériques, des équipements individuels mobiles et d'enseignants mobiles aussi d'ailleurs, et tout en préservant l'autonomie. Ça veut donc dire que si par exemple, moi je suis chef d'établissement en région Île-de-France et que je préfère le tout papier, je peux maintenir le tout papier ? Alors ils avaient le choix, effectivement. On a distribué un ordinateur à tous les élèves, considérant que c'était nécessaire pour eux, à le minimum, de travailler à la maison chez soi sur cet outil. Et en classe, on a laissé. Donc aujourd'hui, on a environ la moitié des lycées qui ont fait le choix des manuels papier et une autre moitié qui avait fait le choix des ressources numériques. Ou plutôt qui ont continué finalement les manuels papier, parce que c'était plus un choix en fait, c'était une continuité. C'était une continuité, mais on leur a reposé la question au moment de la réforme du bac. Finalement, c'est à ce moment-là qu'on change tous les manuels. Et donc, il y avait une fenêtre de tir pour leur dire, bon, finalement, qu'est-ce que vous faites ? Ça me paraît énorme quand même, 50% qui en sont passés au tout numérique. Oui, finalement. Ça paraît énorme, puisque de mémoire, on a, comme je disais, 474 lycées. Ça représente environ 445 000 lycéens et 45 000 profs. Donc on est quand même sur une population de plus de 500 000 personnes aujourd'hui concernées par ces impacts, sans parler des parents d'élèves. On pourrait considérer qu'on va rajouter environ 800 000 parents autour de ça et qui sont en interaction aussi avec ces sujets numériques. Alors les jeunes sont un peu plus habitués que les parents, peut-être que notre génération ou la génération d'avant, à l'ordinateur, au numérique de manière générale et à Internet. On se base sur eux, si je m'appuie sur eux, quelle est la différence entre un apprentissage, parce qu'il faut le rappeler quand même, malgré tout, un apprentissage tout papier et un apprentissage totalement numérique, ou en tout cas aidé par le numérique ? Si on reprend les jeunes... C'est vrai qu'on dit ils ont l'habitude, ils ont tous un smartphone ou plus ou moins, ils savent. Alors pas tous, parce que tous les enfants n'ont pas voilà. cette. Je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs, mais enfin, en tout cas la capacité de s'équiper un smartphone. Une grande partie a un équipement et effectivement ils vont aller commander leur burger en ligne, etc. Ils savent le faire.
Travailler avec un outil numérique, c'est un peu différent. Savoir envoyer des mails, savoir servir. On s'est rendu compte tout au début qu'il y avait une insuffisance de formation, y compris des lycéens, sur ce type de sujet. Y compris même brancher son casque audio sur la prise de rechargement de l'ordinateur, etc. Donc je dirais que ça, c'était les premières années, mais c'est un frein. Et en tout cas, c'est quand vous êtes enseignant dans une classe, vous avez envie que tout se déroule correctement. Et il y a eu cette nécessité un petit peu de mettre à niveau les élèves, de travailler sur ces sujets-là. Donc ça, c'était le premier point, c'est une maîtrise de l'outil qui n'était pas aussi évidente qu'on avait pu le penser. Là, c'est la maîtrise de l'outil, mais je parle de l'impact en fait de l'image, si vous voulez, de Internet, de l'image, du visuel, de l'ordinateur sur justement l'apprentissage. Quel est-il ? Je pense qu'il est impactant parce que c'est une façon aussi de reconnaître qu'on modernise le processus d'éducation. On prépare, en tout cas pour nous, les jeunes à l'avenir professionnel ou au monde du supérieur, où derrière, ces outils sont complètement intégrés au fonctionnement de tous les jours. Donc ça, je pense que c'est un impact assez important de reconnaître que avec ces outils-là, avec ce process-là, on les prépare mieux à l'avenir professionnel ou au monde du supérieur en ayant cet usage-là. Deuxième élément, ce qui nous semble important, c'est de redonner de l'autonomie aussi aux enseignants et aux élèves. Je pense que un des sujets clés, c'est que on a la capacité normalement à mieux personnaliser, et c'est tout l'enjeu de ce numérique, la formation au travers de ces outils. Objectivement, c'est un grand chantier, ça se produit pas là aussi en 2 ou 3 jours, mais c'est cet enjeu-là, c'est de pouvoir être en interaction plus directe avec l'élève sur ses capacités à apprendre, évaluer ses capacités. La répétition peut-être aussi. La répétition, les formats plus ludiques, c'est-à-dire une forme de gamification, parfois aussi dans les exercices où on peut recommencer jusqu'à ce qu'on obtienne les bons points. Voilà, c'est ce qu'on a fait aussi sur l'outil Kios d'apprentissage des langues, où la méthode d'apprentissage est liée à ce type de fonctionnement. On a aussi mis en place un autre outil de la société Adaptative Learning, qui fait de l'apprentissage du français sur la base de l'intelligence artificielle. Donc là aussi, qui permet de mieux personnaliser et d'individualiser cette formation. Alors ça, c'est intéressant. Excusez-moi, je vous coupe, mais j'en profite. C'est un point intéressant pour aussi les enfants qui sont peut-être un peu dans un apprentissage différent. Par exemple, pour les 10 ou pour les enfants qui ont besoin peut-être de plus de lenteur dans l'apprentissage ou au contraire, à l'inverse, d'une interactivité plus vive parce que la concentration est peut-être moins importante. En fait, c'est aussi la faculté de s'adapter à chacun. Complètement, parce qu'en fait, on voit bien que même s'il y a plus on grandit, plus il y a une question d'homogénéité dans l'apprentissage, mais néanmoins, entre un début d'année, un fin d'année, un parcours de seconde, enfin nous qui travaillons plutôt sur les lycées, donc seconde, première, terminale, on voit que les périodes ne sont pas forcément les mêmes. Donc d'avoir ce type d'outils qui permettent de s'évaluer individuellement, c'est vrai que les enseignants, compte tenu du programme, compte tenu des enjeux de baccalauréat, etc., ont peut-être pas toujours le temps de pouvoir s'attarder sur chaque élève et donc leur mettre à disposition et au choix de l'enseignant, je pense que c'est aussi important pour nous, ce type d'outil doit permettre d'aller vers ça. Et c'est pour ça qu'on a généralisé cet outil Adaptative Learning sur le français, parce qu'on considère qu'après une période de test, et c'est aussi la méthode qu'on a mis en place, c'est de se dire, on demande aux enseignants de nous faire remonter quels seraient les outils, les solutions, les logiciels qui les intéressent. De la même manière, on a beaucoup d'EdTech qui viennent nous voir en disant on aimerait rentrer dans les lycées franciliens. Et donc, on procède un peu à ce croisement en associant les académies. Et c'est ce qu'on appelle l'ICEUP, qui est actuellement en cours. Et donc, c'est une sélection de nouvelles EdTech. Et derrière, on demande à des enseignants volontaires de les tester pendant 1 an, un ou plusieurs, évidemment, à l'échelle de l'Île-de-France. Et à l'issue de cette phase d'apprentissage, on voit si on les met au catalogue ou si on les généralise à l'échelon de tous les élèves. Alors, vous parliez tout à l'heure de la formation en fait, de ces outils pour les élèves, mais il y a évidemment la formation pour les enseignants, parce qu'encore une fois, les jeunes sont beaucoup plus habitués que nous, finalement, ou que les générations d'avant, à l'outil ordinateur, l'outil numérique. Donc, il a fallu aussi former les enseignants. Justement, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour former ces enseignants de la région Île-de-France, puisque vous faites partie de cette région-là, donc c'est pour ça qu'on s'attelle à cette région précisément. C'est valable évidemment pour toute la France, mais en l'occurrence, voilà. Précisément en Île-de-France, qu'est-ce que vous avez mis à disposition des enseignants comme formation? Combien de temps ça prend? Quels sont les moyens financiers aussi mis en œuvre? Alors historiquement, la formation des enseignants relève de l'éducation nationale. Mais c'est vrai que quand on met en place autant de nouveaux outils, y compris les tableaux interactifs dans les salles de classe, on a besoin de s'appuyer en interne sur des référents qui sont capables d'expliquer ce qui se passe
ou comment ça fonctionne. Donc sur cette partie-là, je dirais et la crise Covid a obligé aussi à accélérer. On a décidé de créer des coordonnateurs numériques dans chaque lycée que la région a rémunéré pour pouvoir être le relais des enseignants et d'autres globalement du lycée localement. Donc ça a été une première étape pour nous d'avoir un coordonnateur dans chaque lycée. Et aujourd'hui, là aussi, je parlais d'une saison 2, on va rentrer dans une nouvelle saison avec ces coordonnateurs. On veut encore plus les former. Donc là, effectivement, on va dégager des moyens pour pouvoir les former à la maîtrise de nos outils, qui est d'abord l'élément clé de la compétence régionale. Évidemment, on sait que dans le numérique, la maîtrise de l'outil et son potentiel permet de révéler l'impact pédagogique ou l'usage pédagogique. Néanmoins, la première brique qu'on souhaite développer pour nous, c'est la maîtrise des outils, la pleine connaissance du potentiel. Et puis derrière, eh bien, les académies vont prendre le relais et ont aussi pas mal accéléré aujourd'hui sur la formation des enseignants. C'est vrai qu'on l'a vu dans beaucoup de métiers, mais le Covid a été un accélérateur, à la fois parce que les enseignants ont dû se former par eux-mêmes et par nécessité, mais derrière, ça a permis d'engager une discussion aussi avec eux et d'aller plus loin. Alors évidemment, on parle beaucoup de savoirs fondamentaux lorsqu'on parle d'éducation, car il y a une angoisse légitime par rapport au niveau des élèves, à la fois en français et en mathématiques. Le ministre tire la sonnette d'alarme et parle de 27% d'enfants qui entrent en 6e sans avoir le niveau requis en français et près d'un tiers en maths. Donc on sait que les écarts se creusent jusqu'à l'arrivée au lycée pour ces élèves en difficulté. On parle des lycées puisque la région s'occupe des lycées. Forcément, la question se pose, n'est-ce pas renforcer aussi ces écarts que de proposer le tout numérique ? Je m'explique. Pour les détracteurs, est-ce que finalement, il ne faut pas être quand même dans la répétition papier classique pour apprendre le français et les maths, les fondamentaux, ou est-ce que le numérique peut vraiment aider justement et pousser et réduire ces écarts ? Moi, je pense que le numérique peut pousser les écarts à partir du moment... Pousser ou les réduire ? Vous avez raison. Moi, je pose la question. Non, pousser à la réduction des écarts. Oui. Merci de me reprendre. Je vous écoute au moins. Oui. Mais je pense que je crois que c'est à la main de l'enseignant aujourd'hui. Enfin, je pense que justement l'intérêt du numérique, c'est de redonner de l'autonomie à l'enseignant et sa capacité pédagogique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir à un moment réintégrer une phase d'écriture, puisque quand on dit numérique, c'est pas forcément en permanence être devant l'ordinateur. Et aujourd'hui, les cours ne sont pas en permanence devant un ordinateur. Donc, l'enseignant va avoir des séquences où il va pouvoir travailler avec le tableau interactif. On parle de la réduction des écarts, mais effectivement, si vous avez une personne qui loupe le cours, qui loupe une semaine, 2 semaines, qui est malade, ce type de tableau permet d'enregistrer le cours, de le mettre sur les fameuses ENT ou ce qu'on appelle chez nous monlycée.net. Et donc, on a aussi, au travers de ces outils-là, la capacité de récupérer son retard parce que le prof, il ne va pas distribuer de manière photocopie ou reprendre tout ce qu'il a pu apporter en matière de concepts pédagogiques pendant l'heure de classe, celle-ci, elle est enregistrée. Donc ça, je dirais que c'est une première brique, c'est cette notion de rattrapage qui est possible. Et ensuite, le parcours pédagogique que crée l'enseignant et que permet le numérique, je pense que là aussi, on revient à ces enjeux de personnalisation. C'est qu'il peut donner un certain nombre d'exercices complémentaires, il peut orienter vers des outils complémentaires en fonction de la connaissance qu'il a de ses élèves. Autrement dit, l'enseignant n'est pas un surveillant. Il n'est pas là pour juste donner ce que apporte le numérique. Au contraire, moi je pense que l'enseignant a besoin de retrouver davantage d'autonomie dans sa façon de gérer sa classe. Et je pense que le numérique lui offre cette opportunité, et y compris dans les lycées professionnels, bien entendu, pour avoir été visiter dernièrement un lycée qui concerne plutôt tout ce qui est restauration, hôtellerie, etc. Vous voyez l'intégration du numérique dans les cuisines et qui est un outil extraordinaire qui permet, par exemple, de suivre une recette, mais chacun la suit en temps réel, à son niveau. À son rythme. Il n'y a plus la recette affichée au mur, chacun a son outil numérique, il va la reprendre, il a loupé une étape, il revient, il y a son tuto. Donc on voit bien que là, par rapport à, je dirais, soit des retards, soit des différences de niveau entre les élèves, cet outil permet de faire des allers-retours, de revenir, de recomprendre, etc. Je trouve qu'il offre cette liberté, mais toujours dans ce cadre de la liberté de l'enseignement. L'éducation est souvent vécue, et à raison probablement, comme une triangulaire. Professeurs, parents, élèves. La coéducation est essentielle, on le sait, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, et on en parle beaucoup évidemment ailleurs chez mes confrères. Le numérique peut-il améliorer justement l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants ? On pourrait croire que justement ça les isole d'être face à une tablette,
Mais je vous pose la question à l'inverse. Forcément, vous allez me dire, mais non, au contraire. Mais j'aimerais votre explication sur ce sujet. Pour avoir des enfants qui sont au lycée, donc je le vis au quotidien, et en plus de ce qu'on met en place. Mais c'est vrai que non, ça isole pas. Il y a une forme de facilité aussi de suivi. Rien que le fait de pouvoir suivre les notes, de pouvoir suivre les devoirs, de pouvoir avoir des éléments de cours, permet quand même cette interaction, le fait de relancer le... Donc, je dirais de manière... C'est peut-être l'étape 1, mais ça permet de suivre ce qui se passe en classe. Et d'être en lien avec le professeur et aussi. D'être en lien avec le professeur. On voit aussi, dans certains cas, que les fameuses réunions parents-prof, etc., ont pu aussi se tenir en visio. Ça offre aussi une liberté pour les parents. On sait que c'est toujours compliqué de se déplacer, d'organiser ça. Et on assiste aussi à des séances de visio bien organisées, bien planifiées, avec un agenda, etc., qui permettent de mettre en place ce type de... Ça ne se fait pas partout, mais en tout cas, c'est aussi possible. Donc, c'est aussi intéressant. Et par contre, il faut peut-être aller plus loin, c'est dans tout ce qui est manuel numérique. En fait, aujourd'hui... la licence dont dispose un élève sur son manuel numérique, le parent ne peut pas l'avoir, lui, sur son outil à lui. Donc, c'est des sujets sur lesquels nous, on veut avancer, parce que c'est vrai que quand vous avez un manuel papier... Sur la propriété intellectuelle, si je comprends bien. Voilà. Ouais. Sur un manuel papier, finalement, le manuel est dans le sac ou sur le bureau en rentrant, et tout le monde peut le regarder. Il n'y a pas la notion de droit rattaché à un compte informatique, alors que sur les manuels numériques, aujourd'hui, elle est encore très fréquente, où le manuel est rattaché à l'élève, et le parent n'a pas la capacité de le consulter, je dirais, en autonomie. Et donc, c'est pour ça que sur ce sujet-là, on veut avancer. Et je crois qu'il y a énormément de choses aujourd'hui sur lesquelles on veut avancer sur les manuels. On se rend compte que chaque manuel numérique a une interface particulière. Les logos, les petits signes sur lesquels on interagit avec le manuel sont tous différents en fonction des éditeurs. Une hétérogénéité des pratiques. Les éditeurs, effectivement, ont progressé, mais on se rend compte, parce qu'on les réunit tous les 6 à 8 semaines pour relever les difficultés, enfin vraiment des évaluations d'usage. On souhaiterait aller plus loin. Aujourd'hui, nous, on souhaiterait construire une sorte de 10 heures du manuel numérique, c'est-à-dire séparer le contenu du contenant. Considérer qu'il n'y a qu'un contenant unique à l'échelle de la région, mais peut-être d'autres régions. Ce qui fait qu'en termes d'interface d'usage, tout le monde a la même, elle est comprise. Et puis un peu comme le monde de la musique, les éditeurs fournissent le contenu, mais le contenu dans une brique qu'on aura définie, qui sera uniformisée. On pense que pour améliorer l'usage de ces manuels, qui sont peut-être sur lesquels on a des chiffres qui nous interrogent, donc on a aussi mis en place un observatoire des usages pour mieux comprendre comment ils sont utilisés, quand l'intensité d'usage, puisque la région finance ces manuels et met 15 millions d'euros par an. Et puis le retour des professeurs aussi. Et le retour des professeurs, est-ce qu'ils les utilisent ou pas, la fréquence, l'intensité d'usage. Donc on a besoin d'avoir beaucoup plus de chiffres, c'est ce qu'on met en place, et on va essayer d'avancer sur ce modèle de contenant unique. Dernière toute petite question en 2 secondes. Lorsqu'on parle de pénurie d'enseignants, parce que c'est le problème aussi aujourd'hui, la colère monte aussi bien du côté enseignant que du côté parent. Est-ce que, par exemple, le numérique aurait-il vocation à pallier aussi les absences, justement, de professeurs avec des cours à distance ? Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Je crois qu'il faut qu'on maintienne des enseignants. Par contre, on aurait peut-être pu aller plus loin dans le post-Covid. En fait, on était dans un monde où tout était en présentiel. On est passé dans un monde à un moment donné où tout était en distanciel, et aujourd'hui on revient en présentiel. On voit que dans certains pays, on maintient, c'est presque une forme de résilience, un certain nombre de cours en distanciel. C'est-à-dire finalement peut-être 10% des cours pourraient être maintenus en... Alors ça ne répondrait pas forcément à la question de la pénurie ou à la marge, mais en tout cas ça maintiendrait ce type de pratique, ça permettrait de poursuivre toute l'expertise et puis l'engagement des enseignants autour des sujets. Donc je trouve que c'est des sujets intéressants. Notamment pour les absences de courte durée, peut-être. Pour les absences de courte durée qui pourraient être reprises. De là à dire que le nombre d'enseignants baissera avec le numérique, non, je ne crois pas. On n'espère pas. Non. Merci beaucoup, en tout cas, Bernard Giry, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la transformation numérique de la région Île-de-France. Merci. Au revoir. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse.
L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT de l'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT de l'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, j'accueille Marisa Bischoff. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice des carnets effaçables. Alors après avoir créé une ligne de vêtements éthiques pour les enfants de 3 à 10 ans, vous avez lancé juste avant le Covid ces fameux carnets effaçables, une série d'accessoires, si j'ai bien tout compris, à l'effigie des petits personnages justement éco-responsables qui existaient déjà dans votre ligne de vêtements. C'est bien ça. En fait, un des objectifs premiers à travers la marque que j'ai créée, c'était de pouvoir sensibiliser les enfants à l'environnement via 3 mascottes. Donc on a Didi le pélican, ambassadeur de la protection du ciel, Zaza l'autruche, ambassadrice de la protection de la terre, et Lulu la méduse, ambassadrice des mers et des océans. Et effectivement, il me semblait pertinent de pouvoir compléter la gamme de vêtements ou la marque en général, d'ailleurs, qui se complétera au fur et à mesure, avec des outils éducatifs et ludiques. Alors éducatif, ludique et je disais éco-responsable, donc qui sont sur l'écologie. C'est un carnet à dessin qui permet d'effacer les pages à volonté. Le but était aussi de faire une économie de papier, j'imagine. C'est bien ça. En fait, la démarche de la marque, c'est de s'inscrire sur le marché éthique. Et bien évidemment que moi-même, je suis engagée et j'ai des valeurs dans ce sens. C'est bien sûr une philosophie de vie. Et donc, si je devais et si j'ai décliné en fait et utilisé des outils complémentaires à la marque de vêtements pour venir enrichir finalement l'univers, c'était véritablement dans cette même démarche éco-responsable. Et donc, c'était une évidence d'intégrer un carnet qui devait avoir le moins d'impact en fait néfaste sur l'environnement et aussi d'un point de vue production. Donc, comme vous l'avez dit, ils sont effaçables. Chacune des feuilles peut être utilisée minimum 300 fois et donc ça permettait aussi de pouvoir comment dire, alimenter tout l'imaginaire de l'enfant à travers cet âge de 3 à plus. Marisa, est-ce que c'est une invention de votre part, le côté effaçable avec les stylos qui vont avec? Est-ce que vous avez déposé un brevet ou est-ce que vous êtes appuyé sur une technologie existante? Alors effectivement, c'est une entreprise suisse qui a développé le process. Donc là aussi, il y a beaucoup de recherche et développement, à la fois sur le papier, puisqu'il fallait un papier qui soit suffisamment résistant, et aussi au niveau de l'encre, là aussi, qu'elle puisse être effaçable avec de l'eau, mais pas avec la main, tout en ne laissant pas de traces d'une utilisation à l'autre. Donc là encore, quand on est dans cette démarche en fait écologique et éthique, on s'appuie davantage sur la collaboration. On n'est pas forcément dans le besoin et l'envie d'être dominant ou dominatrice de ce point de vue-là. Donc le produit existe, il est très bien fait, c'est maîtrisé. Et bien sûr que j'ai préféré
en fait demander et collaborer avec cette marque qui a accepté par rapport à mon engagement, et ça me semblait beaucoup plus utile et citoyen en fait de travailler comme ça en synergie. Alors, il y a plusieurs versions de carnets effaçables, dont un dont la reliure en fait, permet d'extraire les pages pour les numériser ou les remplacer. Racontez-moi. C'est ça, parce qu'on peut finalement trouver l'utilisation du carnet un petit peu has-been, je dirais, et en fait, ça ne l'est pas. D'autant plus parce que vous avez cette partie très ludique et interactive finalement, avec le côté effaçable et les feutres et les crayons de couleur d'ailleurs. Et puis, comme vous l'avez dit, on peut extraire les feuilles, donc les spirales s'ouvrent, et on peut, dans ce cas, envoyer, scanner, numériser les dessins pour pouvoir les garder si jamais on veut les garder, les envoyer si on veut les envoyer. Alors, on parle de l'aspect pratique, mais évidemment, ce qui nous intéresse aussi, j'allais dire surtout, mais en fait aussi, tout autant, c'est le développement de l'imaginaire. Faire rêver, pouvoir tout imaginer. C'est le principe de l'effaçable, justement, de toutes ces feuilles on peut tout imaginer dans l'instant. Et puis, ça permet aussi aux enfants, qu'ils aient 3 ans ou 10 ans, de garder aussi peut-être un secret, leur imaginaire pour eux. C'est-à-dire de se laisser complètement aller, de se dire, bon, ça reste pour moi. Il y avait le carnet intime avant, puis maintenant, il y a les carnets effaçables. Oui, après, comme vous dites, ça rentre dans le développement personnel de l'enfant, de pouvoir même se lâcher, en fait, pouvoir s'exprimer librement, pouvoir effacer aussi, puisqu'il n'y a pas cet aspect ou cette peur de l'échec ou de mal faire, et la volonté, bien sûr, de s'exprimer comme on le veut, avec différentes techniques, à la fois en superposant des produits que vous retrouvez ou des objets que vous avez aux alentours. Il y a aussi quand même cette notion de transmission, c'est-à-dire que les feuilles blanches, bien évidemment, selon l'âge à laquelle on vous offre le carnet, vous ne savez pas forcément quoi y faire. Donc les parents, à eux, si vous voulez, de venir introduire, à eux de venir participer en fait à cette œuvre collective. Donc, pourquoi pas au départ faire des formes pour que l'enfant puisse apprendre à colorier et ne pas dépasser. À l'inverse, un peu plus tôt, ça va être juste d'appréhender en fait le crayon et puis les couleurs. Donc, ça va être des formes très très libres et assez aléatoires. Et ainsi de suite, il va pouvoir affiner finalement son trait, son imaginaire avec des feutres qui auront une mine beaucoup plus fine. Et puis, j'espère... Et très prochainement, en fait, avec la marque, je vais développer des petites fiches d'activité pour venir alimenter et aider les parents à utiliser plus facilement le carnet et à donner des idées pour avoir peut-être plus de support, en fait, créatif. Marisa Bischoff, avec les carnets effaçables, en fait, il s'agit aussi, par votre démarche, de créer une communauté aussi de parents et d'enfants engagés, notamment avec des associations qui soutiennent aussi des projets éco-responsables. Alors, effectivement, quand on parle de philosophie de vie, il s'agit de créer des synergies et des connexions avec des associations alentours qui viennent compléter la démarche. Bien évidemment que sensibiliser... les personnes, les citoyens, ce n'est pas chose facile, et donc plus on est nombreux, mieux ça le sera. Et pour répondre à votre question, du coup, je ne me souviens plus. En fait, c'est vraiment une communauté que vous essayez aussi de créer, une communauté simplement de gens engagés, qu'on ait en fait 3 ans, 7 ans ou 60 ans. On a envie de s'engager aussi pour notre planète, pour notre vie. C'est social, c'est humain. Oui, complètement. En fait, c'est vrai que ces carnets s'adressent un peu à tous les âges. Et la première volonté, c'est aussi un message à travers ce carnet, à travers cette utilisation. C'est aussi réduire ses déchets, avoir en tête et se sentir concerné par ces démarches. Alors, on comprend bien que c'est un très petit geste à l'échelle planétaire, mais en tout cas, à travers l'histoire et la marque, le but, c'est vraiment de rassembler en fait autour de cette cause, et de pouvoir au maximum éveiller les esprits aussi, et puis peut-être semer des petites graines qui pourront, j'espère, aboutir à d'autres actions mis bout à bout qui auront plus d'impact à nous tous réunis. Merci beaucoup Marisa Bischoff d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice des carnets effaçables qu'on peut retrouver assez facilement, j'imagine, sur Internet.
sur votre site. Tout à fait, marivacreation.com. Voilà, merci beaucoup et bon vent au carnet effaçable. Allez, tout de suite, on retrouve Loïc Landreau pour sa chronique, ça tombe bien, il est juste à côté de moi. Cher Loïc, on va donc revenir sur l'histoire du Bon Point, une récompense qui commence à dater puisqu'elle n'existe plus aujourd'hui. Eh oui, il faut avoir été élève dans les années 80-90 pour se rappeler des bons points. Ou alors de regarder le Grand JT, parce que nous, on en décerne quand même systématiquement. Évidemment, c'est vrai. Mais déjà, personnellement, quand j'étais en maternelle ou en CP, on était vers la fin du système, vraiment, puisque l'État a considéré que donner des bons points aux élèves méritants créait des jalousies et des frustrations à ceux qui le méritaient moins, et donc qu'il fallait trouver autre chose. Mais c'est vrai que c'est un système de récompense scolaire qui a tenu quand même 200 ans. Ça commence donc au 19e siècle, votre histoire. Oui, 1814-1815, au cours de ce qu'on a appelé la Restauration. Vous savez, c'est le moment où Napoléon Ier abdique et où on remet un roi sur le trône de France, Louis XVIII en l'occurrence. Mais même si les royalistes reviennent au pouvoir, il y a une branche libérale de députés qui veut surfer sur les idées de la Révolution et mettre en place un nouvel ordre social pour apporter plus de liberté, plus d'indépendance à tout le monde. Et ça passe bien évidemment par l'éducation. Ils ont donc l'idée de sortir un petit peu de l'apprentissage par le châtiment, par les punitions, c'était la norme depuis l'Antiquité, pour entrer dans un enseignement qui valorise, qui récompense, qui donne envie aux enfants finalement de performer. Et c'est un système qui se déploie d'abord dans des classes mutuelles. Ça, c'est super intéressant. L'enseignement mutuel qui se développe en France à partir de 1747, au début à destination des plus pauvres. Alors, le principe est simple, il n'y a qu'un seul maître par établissement et il fait cours, debout, sur un pupitre, devant une cinquantaine, une centaine d'enfants de tous âges, et il est épaulé par des moniteurs. Les moniteurs, ce sont des élèves qui sont plus âgés, donc plus instruits que les autres, et qui s'occupent des plus petits, voilà, qui les encadrent. Et c'est par ce principe de coopération, d'entraide des plus lettrés vers les moins lettrés, que chacun progresse sereinement. Et figurez-vous que les résultats étaient vraiment très très bons, puisqu'on constatait par exemple que certains élèves apprenaient à lire en 2 ans dans des écoles mutuelles, là où ceux des autres écoles pouvaient apprendre à lire en 5 ans. Donc vous voyez que ça marchait vraiment. Et les bons points dans tout ça ? Alors, ils sont introduits donc dans l'enseignement mutuel comme une sorte de monnaie d'échange pour gagner des trucs. Donc les bons élèves et ceux qui se comportent le mieux sont récompensés, ils accumulent les bons points et ensuite ils peuvent les troquer contre une ardoise, des crayons, des illustrations ou des livres. Mais ça, c'est vraiment s'ils en avaient beaucoup. Et ça pouvait même servir pour annuler une punition. Voilà, t'es privé de récré ? Non, j'ai 10 bons points. Ok, je t'annule, tu peux aller en récré. Voilà, par exemple. Ou un petit coup de bâton, un châtiment, peu importe, le bonnet d'âne. On pouvait troquer ses bons points contre sa liberté. Et je suppose donc que ça se déploie encore au moment de Jules Ferry. Ah bah oui, c'est ça. Jules Ferry, lui, il était convaincu que l'avenir, c'était l'enseignement positif et les distinctions. Et donc, les bons points commencent à être mis en place un petit peu partout lorsqu'il met en place lui-même l'école laïque obligatoire pour tout le monde. C'est là d'ailleurs qu'on commence à normer un peu les choses. 10 bons points valent une image qui représente un animal, un paysage, et 10 images valent un livre ou un petit cadeau. Et les bons points ne prennent pas forcément la forme d'un tout petit bout de carton ? Et non pas toujours. Sous Napoléon III, par exemple, ça peut aussi être sous forme de timbre ou alors de chromolithographie, c'est-à-dire d'images imprimées en couleur. Et alors mettez-vous dans le contexte de l'époque, c'était tout nouveau, donc ça avait énormément de valeur. Au début du XXe siècle, ça pouvait être aussi des petits carrés ou des petites pièces de métal. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, on y imprime des images et des textes patriotiques. Voilà, ça c'est pour vous donner quelques exemples. Mais ce ne sont pas les seules distinctions qui sont mises en place. Non, il y avait aussi la croix du mérite. La croix du mérite qu'on accrochait comme ça, paf, sur la petite blouse de l'élève. Il y avait le billet d'honneur, qui est devenu le tableau d'honneur aussi, qu'on accrochait dans le hall de l'établissement pour mettre en lumière le résultat de tel ou tel enfant. Et c'est donc en 1969 que ce système de récompense, en tout cas avec les bons points, est petit à petit abandonné. Parce que, je vous le disais, ça crée des inégalités, des jalousies, des frustrations entre élèves. Et donc, les bons points disparaissent petit à petit des salles de classe comme ça, mais ça va quand même durer jusque dans les années 90, et ça laisse, malgré tout, de bons souvenirs à tout le monde. Oui, voilà. non, mais... Alors, il y avait les mauvais points aussi, ça c'était moins drôle. C'est moins sympa. Je crois que ça continue quand même dans quelques écoles, le système de bons points. Ça s'appelle peut-être pas forcément bons points, mais enfin, voilà, c'est les bons comportements, c'est les couleurs On positives. peut les changer contre un iPad.
Un iPad. Non, je plaisante, c'est une blague. Vous voulez dire une tablette déjà? Non, parce qu'il pouvait les changer. On ne connaît pas ce mot ici, nous. Ah oui, pardon. Bon point, cher Loïc. Allez, merci. On continue tout de suite. C'est l'heure de découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous aujourd'hui, Chloé Morteau. Bonsoir. Bonjour Chloé. Alors, tu as été reine de beauté, Miss France en 2009, Oui. 3e dauphine de Miss Monde, 5e dauphine de Miss Univers. Non mais c'est un sacré parcours. Ah, c'est gentil. Mais je pense que tu es une des seules à avoir été dauphine des 2 concours d'ailleurs. Oui, je pense que je suis la seule, effectivement. Ouais. Et tu as également la particularité d'avoir une double nationalité. Tu as la nationalité américaine. Ouais. Tu vis d'ailleurs en ce moment aux États-Unis. Ouais. Je te regarde, je suis bouche bée. Non, mais parce que je te regarde. Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est quand même. Donc, Miss France 2009, Miss France 2010, Oui. et puis là, je te vois là. Tu m'as vu, j'étais un petit bébé. Oui, puis maintenant, tu es là. Mais effectivement, oui, je suis américaine maintenant. Et tu es devenue chef d'entreprise. Chef d'entreprise, exactement, ouais. Tu as monté 2 marques. De marque. La première, une marque de cosmétiques, et la seconde, ta marque de gummies qui soulage les règles douloureuses. Exactement. Donc, les règles douloureuses d'un côté, la beauté pour le corps de l'autre. Puis, je suis maman de 2 petits-enfants aussi. D'autres projets dans les mois, les années à venir? Alors, pour le moment, déjà, on va se concentrer sur les 2 marques. Parce que 2 marques, c'est quand même beaucoup. Puis, maman, je viens d'avoir une petite deuxième, elle a 5 mois. Oui. Et même ta deuxième marque et tout ce... Elle a aussi 5 mois. Voilà, ça fait quand même beaucoup de bébés, oui. J'ai eu l'intelligence de faire tout en même temps. Donc, voilà, accoucher, faire une marque. Allons, on y va. Donc, on arrête les projections dans le futur, on revient dans le passé. T'étais quel type d'élève? Alors moi, j'étais l'élève plutôt studieuse, mais moyenne. Parce que toi, je sais que tu étais quand même plutôt un télo. J'étais à 12 de moyenne. Ouais. Tu travaillais? Donc genre moyen. Je travaillais beaucoup, mais je n'étais pas très forte. Français et c'est toujours et. Très très forte en anglais. Donc en fait, je pense que ma moyenne, tu vois... Ta mère était prof d'anglais? Oui. Oui, et j'étais la fille qui était dans la classe et qui corrigeait la prof d'anglais. Oui, parce que t'étais bilingue. Bah ouais, j'étais insupportable. Elle me détestait. Mais t'en avais pas conscience sur le moment? Bah, tu vois, elle fait une faute, donc j'ai envie de l'aider. Et en fait, tu te rends compte que juste c'est impertinent. Après... Mais du coup, t'avais toujours 20 sur 20 en anglais? Ouais, 18, 17, 18. J'arrivais à faire des petites fautes, ouais. T'as grandi où? J'ai grandi dans le sud de la France, dans un tout petit village qui s'appelle Bénac. Mais t'es née dans le Calvados, comme moi. Mais je suis normande, qui a été adoptée, qui est partie en Bourgogne, et puis après, je suis allée dans le sud de la France. À quel âge dans le sud de la France? Oh là, j'avais 8 ans, 9 ans. Donc j'ai quand même fait la plupart de ma scolarité dans le sud de la France. Et pourquoi t'as autant déménagé, justement, dans ta scolarité? J'ai suivi mes parents, j'avais pas le choix. Mais comment ça se fait qu'ils étaient... En fait, mon père, il a fait une école d'ingénieur en Normandie, ouais. Où je suis née, et suite à ça, en fait, il a trouvé un poste à Bourgogne, et puis le sud de la France. Et c'était pas trop compliqué, justement, pour la scolarité, tous ces déménagements? Ça a été un peu difficile. Tu perds les amis, tu perds contact. Il n'y avait pas Facebook, Instagram, tout ça à l'époque. T'écrivais des lettres, et puis au fur et à mesure, tu perds un peu le contact. Mais bon, c'est comme ça. Quelle relation t'avais avec tes parents? Bonne relation. J'ai toujours une bonne relation avec mes parents. Je suis une fille à papa. C'est vrai que tu es tout le temps avec ton papa à faire des petites expositions. Ouais, mais je suis fille à papa, mais j'adore aussi ma maman. Donc, mais une relation un petit peu plus conflictuelle avec ma maman. Mais j'adore mes parents. Et tu as un frère aussi? Et j'ai un petit frère qui est gigantesque. C'est vrai qu'il est très grand. C'est genre, même encore aujourd'hui, quand je le présente, je fais ça, c'est mon grand. Non, petit frère, mais qui est très très grand. Et pareil, vous avez toujours été proches? On a toujours... On s'est beaucoup battus. Beaucoup. Mais vraiment, je sais pas si tu sais, les expériences, tu es en train de conduire et il est regardé par ma fenêtre et je vais le tabasser. Ah, tu le bagarrais? Ah, mais... Et en fait, j'étais assez violente avec lui jusqu'au jour où il m'en a retourné une. Et là, il avait un peu plus de force? Ah ouais. Et là, j'ai arrêté, j'ai fait, ah ouais, non, mais en fait, je vais me calmer. T'avais quel âge? Ah, je devais avoir quoi? J'ai envie de dire 18 ans. Ah oui, quand même, t'as été bagarreuse tardivement. Ah ouais, non, mais moi, j'y allais un peu avec les crocs, et puis à 14 ans, et puis il s'est levé comme ça, et il m'a fait baf, et là j'ai fait, ah ouais, ah, ok, je vais me calmer. Est-ce que t'as gardé des amis de l'époque? Ah ouais, j'en ai gardé quelques-uns du collège, c'est les plus vieux que j'ai. Tu les vois encore?
J'en vois une, et alors j'en ai une qui c'est spéciale parce qu'elle habite aux États-Unis, elle aussi. Sarah? Elle a gagné sa green card, exactement, Sarah. Et donc c'est marrant parce qu'on a quand même grandi dans le même petit village. On est allés au collège ensemble et on s'est retrouvés à Los Angeles aussi ensemble. Donc qu'est-ce qu'elle fait, elle, aux États-Unis? Elle est actrice. Et tu vois, on se regarde, tu vois, des fois, on se voit et on se dit non, mais c'est quoi ce parcours? Comment nous deux, notre petite ariégeoise, voilà, on en rêvait et maintenant on est à LA, quoi. Elles vivent le rêve américain. C'est un truc, mais c'est fou. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Chloé Morteau pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Au fil des entretiens avec les jeunes en classe, je me disais, mais c'est merveilleux, la conversation qu'on vient d'avoir, c'est un débat philosophique, voire politique, de l'engagement. Et j'entendais jamais nulle part ces paroles-là. Et en tant qu'ancienne maman d'ado, je savais bien que quand les ados rentrent à la maison, c'était bien ta journée, ça va. C'est tout ce qu'on sait. Et donc je me dis, il faut que cette parole soit entendue. Et la porte de la chambre se ferme. Alors pas toujours, pas toujours. C'est vrai que dans beaucoup d'exemples que vous donnez, elle reste ouverte. Eh oui, il y a des clichés qui restent de l'adolescence, mais voilà. Mais souvent, on n'a pas accès à cette parole. Déjà, les jeunes se méfient pas mal des adultes, ils ont raison, on les traite mal. Il faut voir que la société, quand même, traite assez mal ces jeunes, particulièrement ici. Je trouve que voilà, c'est compliqué et on le voit sur les territoires. Pas si simple d'aller vers les jeunes, c'est pas si intéressant finalement. C'est forcément un petit projet, puisqu'on est en jeunesse. Donc moi, je suis une militante de la jeunesse, de cette écoute de la jeunesse. Ouais, vraiment. Et alors vous, Juliette, vous les photographiez, comment vous installez l'intimité qui ressort des photos qu'on peut voir sur le site? En fait, moi, à chaque fois qu'on va dans les chambres avec Jo faire les entretiens, je suis là. Et on discute ensemble, en fait. On appelle ça des entretiens. Finalement, ça devient vite une conversation à trois, où on apprend plein de trucs, où on parle chacun un peu de comment on a vécu aussi nos adolescences à chaque génération différente. Et donc, ce qui fait qu'en fait, à la fin des entretiens, moi, je connais déjà l'ado, lui aussi me connaît. Et quand je retourne dans la chambre faire les photos, j'ai déjà une idée de tout ce qu'on peut faire. Et il est partant. Et il y a plein d'idées qui viennent de lui ou elle aussi. Et on le fait ensemble, en fait. C'est tout le sens du Learning Planet Festival, parce que si je comprends bien, le Learning Planet, côté initiative, côté institut, côté festival et côté alliance, s'inscrit dans une initiative notamment en partenariat avec l'UNESCO. Or, c'est l'UNESCO qui porte aussi cette journée mondiale de l'éducation. Donc la boucle est bouclée, Olivier. Oui, en fait, on a... Le Learning Planet Institute se spécialise depuis des années sur toute la réflexion autour de la société apprenante. Et assez rapidement, face aux grands enjeux sur lesquels nous travaillons, il y a absolument besoin d'avoir une dimension internationale sur les grandes questions, les grands défis environnementaux, les crises sociétales, les grands enjeux de la transition numérique, par exemple. La dimension internationale est essentielle. Donc en mars 2019, on a signé un accord avec l'UNESCO pour créer une alliance ouverte pour l'avenir de l'éducation, qui a pris le nom très rapidement de Learning Planet. Et cette Learning Planet Alliance, elle est conçue comme un espace de rencontre entre le monde des institutions, donc les grandes organisations internationales type UNESCO, UNICEF, OCDE, Club de Rome, les universités, les villes, les acteurs publics, mais aussi avec les acteurs de terrain. Et l'idée, c'est qu'est-ce que l'on peut faire ensemble tout au long de l'année, sur la durée, pour transformer l'éducation, créer une société apprenante, explorer les futurs, célébrer les jeunes qui transforment le monde. Donc comment est-ce qu'on fait ça tout au long de l'année? Et ça passe par 5 dimensions essentielles que je vous donne. Bien sûr, donne-nous les clés. Voilà. Donc d'abord, il faut des communautés réunies. Donc ces communautés apprenantes, ce sont des écoles, des universités, des associations, des mouvements de jeunesse, d'accord? Et donc il y en a partout dans le monde. Et on dit que la Learning Planet, elle existe déjà. Ce sont tous ces acteurs qui innovent, qui transforment l'éducation sur le terrain, mais qui ne se parlent pas forcément assez, qui ne partagent pas leur expérience. Et l'idée de l'Alliance, c'est de permettre de les mettre en relation, leur permettre d'apprendre les uns des autres, comme ça se fait dans la science, comme ça se fait dans le monde du digital, et pas forcément encore assez. D'accord? Donc ça, c'est les communautés. Ouais. Pour aider ces communautés à apprendre les unes des autres, il nous faut des espaces virtuels. Donc des plateformes, des outils, un certain nombre de solutions pour les aider. Il faut aussi, idéalement, un réseau de lieux physiques, des hubs. Donc on commence à construire ce hub mondial avec Arizona State University, le LPI, le Dartington Hall, plein d'endroits à travers le monde, en Inde, des makerspaces, etc. En plus de ça, il faut des valeurs, une gouvernance, une dimension qui inverse un peu le logiciel et où le bottom-up est essentiel. Donc on peut co-construire avec les enseignants, co-construire avec les élèves. Ça, c'est une démarche centrale dans tout ce que l'on fait avec la jeunesse. Et puis la dernière chose qu'il faut absolument, ce sont des temps pour se rencontrer et pour célébrer ensemble les progrès. Transformer l'éducation de manière à mieux faire face aux transitions, mieux préparer les jeunes générations, les générations actuelles à ces transitions, mieux les équiper pour résoudre collectivement des défis complexes. Ça ne se fera pas en un jour. Donc chaque année, avoir un rendez-vous avec une communauté mondiale
mondial pour voir qu'est-ce qui se passe, célébrer ce qu'on a fait et lancer des initiatives. Ça, c'est le but du festival. Et donc, ça avait commencé. Ouais. Le début de la Learning Planet Alliance a commencé par le Learning Planet Festival en partenariat avec l'UNESCO et avec des centaines d'organisations à travers le monde. Le département des Yvelines garantit de meilleures conditions d'apprentissage, et cela pour tous les collégiens. Exactement. Alors pour l'année scolaire 2022-2023, le département a 4 priorités. Assurer le bien-être des collégiens, proposer une action durable et une sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux, accompagner les collèges et les collégiens au quotidien et favoriser la réussite de tous les jeunes yvelinois. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces 4 priorités? Oui, alors pour assurer le bien-être des collégiens, le département a prévu la reconstruction de 15 collèges en bois d'ici à 2026 et l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments déjà existants. Alors pour ces futures constructions, les Yvelines veulent valoriser certains matériaux, donc comme le bois, mais aussi la paille, le chanvre et le textile recyclé. Alors le département accorde également une grande importance à offrir une restauration scolaire, favorisant des produits de qualité, donc les produits locaux bio, les produits agricoles et artisanaux de proximité. Et le fait maison est également l'une de leurs priorités. 11 cuisines ont été transformées et les demi-pensionnaires de 80 collèges sur 110 bénéficient de repas produits sur place par un chef. Il y a également un défi concernant les questions, tous ces enjeux environnementaux. Exactement, le département s'implique dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. L'ensemble des demi-pensionnaires doivent peser leurs denrées non consommées. Donc ça va permettre d'ajuster les commandes et de sensibiliser les jeunes à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et les collégiens peuvent également participer à des modules d'éducation à la nature, comme par exemple les potagers ou encore l'apiculture. Et chaque année, entre 5 et 10 collèges participent au concours Cube.S. Alors on en a déjà parlé dans l'une de nos émissions, mais c'est une compétition qui récompense les meilleurs établissements scolaires engagés dans la sauvegarde des énergies. Sans surprise, dans les Yvelines, le numérique, c'est un enjeu majeur. Effectivement, et depuis la rentrée 2022, 100% des collèges des Yvelines ont été raccordés au très haut débit. Ils sont tous équipés du Wi-Fi. Les établissements bénéficient également d'un service de vidéoprotection. Et après 5 ans d'un projet pilote qui a permis aux collégiens de 17 établissements d'avoir un équipement individuel mobile ou cartable numérique, l'initiative se généralise dans tout le département. Alors, le cartable numérique, c'est une tablette numérique avec un clavier et une coque de protection qui comprend un ensemble de logiciels éducatifs avec des ressources pédagogiques. Et d'ici 2026, eh bien, ce sont 130 000 élèves et enseignants qui seront dotés du cartable numérique. Ce nouveau projet vise à équiper les élèves à titre individuel du CM1 à la 3e. Première chose, faites du tri dans vos mails. Supprimez ceux dont vous n'avez plus besoin et supprimez le dossier supprimé. Vous l'avez ? Yes. Okay. Aussi, on reçoit tous vous savez, des mails pour nous informer que les stacks... On peut programmer pour qu'ils vous le suppriment tous les jours, d'ailleurs. Alors, je ne savais pas ça. Je vous l'apprends. Mais merci beaucoup. Fonction. Ah oui, vous allez montrer. Donc, on reçoit aussi tous des emails, vous savez, pour nous informer que les stacks de telle ou telle marque qu'on adore sont à moins 20% exceptionnellement cette semaine, ou que votre resto préféré propose le dernier dessert. Voilà. Donc, supprimez l'essentiel de ces listes de diffusion, hein, ça ne sert à rien. Voilà. En plus, si le nouveau dessert préféré, voilà, que je me suis perdue il vient d'un resto préféré. Il vient du resto préféré, vous le verrez de On s'en fiche, quoi. Bref, on efface. On efface. Allez, ça c'est la première étape, c'est les mails. Une fois qu'on a effacé tous ces mails. Et bien, si vous avez la foi, vous pouvez éteindre votre box Wi-Fi en partant de chez vous. C'est toujours ça de prix. Bon, on a un peu la flemme, mais si on peut le faire, c'est toujours mieux. Aussi, sur votre téléphone, j'en connais plein qui laissent, vous savez, le bouton Wi-Fi. Ça me rend folle, ça, allumé, même s'ils ne sont pas en Wi-Fi. Sauf que pendant ce temps-là, le téléphone cherche des réseaux auxquels se connecter et donc ça pollue. Donc on désactive. Ça me rend folle. C'est pour ça que vous avez buté il y a 3 minutes parce que je l'ai laissé allumé. Ah ouais, c'est pour ça. Merci Emmanuel. C'était ça l'excuse. Je suis désolé. Et enfin, la dernière petite astuce avec nos smartphones. Vous savez qu'on peut quasiment stocker toutes nos photos dans un cloud, un stock de nos données, de nos photos par exemple. Et bien avant de les envoyer sur ce cloud, faites un petit tri. En plus, ça fait du bien au cerveau de faire le tri. D'où l'idée vraiment que cette IA, Metronote App, soit le sparring partner finalement et le complément de la répétition musicale une fois qu'on a vraiment appris les bases avec un professeur humain, si je vous entends bien. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que finalement, les professeurs d'éducation musicale se sont appropriés le fonctionnement de l'application et ont intégrer Metronote App à la façon dont ils pouvaient justement aider leurs élèves en cours à pouvoir avoir un complément d'apprentissage et de répétition. C'est finalement une façon
revoir en fait l'utilisation de votre application qui vous étonne, qui vous émerveille. Vous l'encouragez ? Exactement. Nous étions surpris au départ parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas conçu l'application aucunement pour remplacer les profs, parce qu'il y a certaines applications qui se vendent avec ce promesse-là. Ce n'est pas notre promesse. Nous, on est un complément ludique à la pratique musicale quotidienne. Et il faut dire que c'est surtout la pandémie en fait qui a ouvert l'usage de numérique à l'école un peu partout dans le monde, et nous étions surpris de voir que les écoles, et de plus en plus des écoles et des profs, ils s'emparent de l'application. Et je pense que c'est aussi parce que nous proposons une solution, certes avec l'IA, mais d'abord qui est neutre. Ça veut dire que nous, on ne vous dit pas comment vous devez jouer, on vous dit les endroits où vous devez travailler quand vous pratiquez un morceau. Et après, si vous avez la capacité en fait de vous améliorer vous-même, vous le faites. Sinon, vous allez voir votre prof et elle vous dira en fait comment travailler une phrase. Et nous, on essaie de vous aider à progresser en absence de prof. Et beaucoup de profs nous disent qu'en fait, une application telle que Metronote, ça augmente la motivation des élèves, parce que eux, ils voient les élèves peut-être 1 heure par semaine. C'est un peu le pratique des cours de conservatoire partout en France. Mais il se passe beaucoup de choses entre chaque heure de cours pendant une semaine. Et c'est là qu'on rentre en jeu, et nous sommes en train d'envisager des solutions justement pour mieux aider l'élève dans son parcours de pratique musicale et dans son parcours de progression. Il y a un autre logiciel dont on n'a pas parlé, qui est piloté, qui est aussi ce qui fait l'interface avec les parents, qui est ce qu'on appelle le fameux environnement numérique de travail, le NT, qui est quelque chose d'important. Moi, j'ai noté dans ma commune, en 15 ans, un vrai basculement entre, vous savez, des instituteurs qui faisaient des réunions de parents ou qui faisaient des blogs, par exemple, et des parents qui n'aimaient pas trop le numérique, et maintenant des parents qui demandent à avoir accès aux profs directement à travers l'application numérique, et si ce n'est pas le cas, ils sont inquiets. Donc, il y a une vraie connaissance et des effets positifs du numérique. À nous, bien sûr, département, nous assurer que la prestation est couverte par les règles de droit français, de droit européen, qu'il n'y ait pas de sécurité de l'enfant qui soit menacé, bien sûr. On a des outils technologiques pour le faire, et ça permet aussi, à distance, de pouvoir effacer totalement une tablette et de prendre la main. C'est des choses qui se passent. On a eu quand même 10 000 élèves, plus 1 000 enseignants qui l'ont eu pendant 5 ans, ce système. Alors justement, c'est plus dur à appréhender pour les élèves ou pour les profs? Alors c'est vrai que les élèves maîtrisent parfois mieux ces outils numériques, et donc ce qui nous a conduit, par exemple, quand on remet les tablettes, on le remet aux tablettes d'abord aux profs 1 mois avant. Et donc, justement, il y a un partenariat extrêmement rapproché avec l'Éducation nationale, parce que ces profs, ils sont formés par l'Éducation nationale, ils sont formés et aussi par les équipes de CNIV numérique à l'usage de la tablette. Donc, en fait, il y a double formation, et puis après, c'est l'Éducation nationale qui fait son travail sur le long terme. Donc, l'Éducation nationale a formé des formateurs qui vont former... Parce que notre objectif, c'est aussi d'aller, tu l'as dit Bertrand, vers les écoles. Donc là, parce que nous, déjà, on a doté l'intégralité de nos collèges de classes mobiles, en fonction de... Ça peut aller de 1 à 5 ou 6 classes mobiles. Sur appel à projet, certains, dès qu'ils manifestaient un intérêt, nous, on leur donnait des classes mobiles. Donc il y a déjà justement cette appétence au numérique, et donc qui se traduit maintenant par la tablette. Alors il y a un sujet quand même qui est assez compliqué, c'est le livre numérique, parce que tout le monde voit l'intérêt aussi de la tablette pour réduire le poids du cartable. C'est vrai. Et on s'en souvient tous autour de cette table. Tous les parents qui ont des collégiens. Scoliose. On voit les petits avec vraiment des cartables qui sont presque plus lourds qu'eux. Et donc là, sur ce point, on a un sujet, parce que les livres numériques, en tout cas les manuels numériques scolaires, sont plus chers que les manuels papier. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un au gouvernement écoute votre émission, mais ce serait bien d'avoir justement une
une aide importante. Enfin, pour l'instant, vous savez que les départements ne financent pas les livres. Hein. C'est l'État qui les finance. On n'a pas d'argent supplémentaire justement pour aller vers la solution vers laquelle on tend si les enseignants le veulent, parce qu'il faut aussi passer. Enfin, on dépend aussi de la volonté aussi des enseignants d'aller dans cette voie, mais beaucoup sont demandeurs. Donc justement, si on pouvait avoir, parce qu'en plus c'est du fonctionnement les livres et non pas de l'investissement. Donc vous voyez, c'est encore un sujet important. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le canal 247 de la Freebox ainsi que sur schooltv.com. Merci Charles-Louis. Merci beaucoup. Vous revenez quand pour une nouvelle histoire ? Vous savez déjà ce que vous allez faire ou pas ? Non, pas du tout. Maintenant, ça commence à être un peu des surprises que je veux vous faire. Moi, j'adore. Je veux vous surprendre à chaque fois. Vous me surprenez et en plus j'apprends. Donc c'est magnifique. C'est exactement ce qu'on souhaite dans cette émission. Aujourd'hui à la réalisation, on remercie Romain Luc, au son Saïd Mamou, au make-up c'est Morgane Brunet et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Merci à toutes. Ciao et à tous.